Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la délivrance, qui a encore manifesté sa grâce et sa miséricorde dans la vie du frère Galate, venu tout droit de la Guinée équatoriale par le canal de ses grands-parents désespérés à l'armée de prière et de délivrance Yaoundé Cameroun. Le frère vivait dans une vie de vol, braquage à main armée, consommation des stupéfiants, délinquance juvénile. Après avoir fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ à l'armée de prière et de délivrance Yaoundé Cameroun, a été complètement restauré et délivré à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons à regarder son témoignage. Soyez abondamment bénis. La première femme de mon grand-père, comme eux font au Bénin du vaudou. Oui, c'est comme une manière de sorcellerie aussi, la nuit, des incantations, on nous appelait même, comme moi j'ai tapé du tam-tam pour ça, où ils ont des zambétos, ils appellent ça zambétos là-bas chez eux. Toujours nous appelaient la nuit, on nous lavait avec de l'eau, oui, et après il y avait un frère que toujours il m'amenait au bord de la plage. Comme on habitait à côté de la plage, il m'amenait au bord de la plage. Il me disait que on part se laver dans la mer, on part voir une femme. Je lui disais que je ne vois pas ça bien, j'ai peur, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas rentrer dans la mer. Il me forçait, il me disait que rentre dans la mer. Moi je disais que non, je ne peux pas rentrer dans la mer parce que j'ai peur. J'ai peur de l'eau, j'ai peur de me noyer. Bon, lui partait, je voyais seulement comme il part dans le noir, il rentre dans l'eau. Après, moi, je reste à lui attendre. Je reste à lui attendre sur la mer. Je lui attends. Après, il revient étant sèche. Je continue à faire des songes, je faisais des songes par-ci, par-là. C'est comme ça, je faisais des songes du vol, je faisais des songes pas bizarres, je faisais des songes avec... J'avais les couches de nuit en fait, toujours il y avait les couches de nuit la nuit. Quand je dors, quand je me réveille le matin, je me retrouve que je suis mouillé. Notre groupe s'appelait One Block et l'autre groupe s'appelait B13. C'est comme ça on était parti attaquer le groupe B13 dans leur quartier la nuit. On avait trouvé l'un d'eux. Bon, on faisait la guerre la nuit. Puis il y avait des gens qui étaient en train de crier par-ci, par-là, parce qu'il y avait des machettes qui se passaient partout. Oui, c'est comme ça on avait trouvé l'un d'eux. Il était en train de parler, causer avec sa copine. Lui, il était distrait, il ne savait pas qu'on venait le jour-là. Il ne s'attendait pas qu'on venait. C'est comme ça, on l'a découpé avec la machette sur le... Moi, avec mes grands frères, on était à 4, 5 comme ça. Oui, on partait maintenant. Toujours, si on était encore petit, on partait toujours maintenant se laver à la rivière. Mon grand frère était toujours en train de siffler. Il faisait des siffles. Maintenant, nous-mêmes on ne comprenait pas. Il y avait un gros serpent géant qui venait toujours nous trouver au bord de la rivière. Et quand il venait, il stoppait d'abord, il bloquait d'abord l'eau. L'eau ne circulait pas, l'eau ne descendait plus, ni l'eau ne montait plus. Maintenant, on rentrait dans la rivière, on partait trouver le serpent. Maintenant, on partait trouver le serpent. On s'amusait toujours avec le serpent parce que nous, on avait... Shalom, serviteur Galate. Shalom, l'apôtre Moïse. Avant toutefois de commencer ce témoignage, nous allons faire un moment de prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes de présenter encore une fois de plus ce témoignage en ton nom Seigneur Jésus. Que tu prends le total contrôle de ce moment de prière, tu prends le total contrôle de ce moment de témoignage, que tu nous orientes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous édifies au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui sort, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de nos bouches, Seigneur, doit venir de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Serviteur Galate, j'aimerais que tu essayes de nous donner des détails concernant ta délivrance. Et déjà, avant qu'on arrive au niveau de ta délivrance, j'aimerais savoir vraiment ce qui t'a fait venir à APD. Quel est le problème que tu vivais? Qu'est-ce que tu avais comme situation et qui t'a fait venir à APD? Bon, je me présente d'abord, je m'appelle Galade, je suis le serviteur Galade.
Je suis un Guinéen, je sors de la Guinée. Bon, ce qui m'a fait venir APD, c'était mes problèmes que j'avais en Guinée. Je vivais dans une situation pas très sensible, pas très bien, en fait. Je vivais dans un monde là où on se droguait, on fumait. Bon, ça m'a commencé depuis l'année 2013. Depuis mon enfance, ça m'a commencé depuis l'année 2013. J'étais en Guinée, ça m'a commencé et je partais encore à l'école. J'ai commencé à voler à l'école. J'ai commencé d'abord à voler à l'école. Après, à voler à l'école, bon, je trompais mes amis, les enfants de l'école. Je les trompais, je les mettais des mots pour les tromper, pour les... Bon, peut-être je les mentais, je faisais du mensonge. Après ça, j'ai commencé à voler à la maison. J'ai commencé à voler à ma mère. Le premier vol que j'avais volé d'argent à ma mère, c'était 2 millions. C'était 2 millions effectifs. J'ai pris, j'ai gaspillé, j'ai fait des choses avec mes amis, j'ai gaspillé cet argent. Après, ma grand-mère avait su ça que j'avais gaspillé, j'avais volé l'argent, que c'est moi qui avais volé en fait l'argent. Ouais, elle m'avait grondé, elle avait laissé ça comme ça. Après ça, bon, on a continué encore, on m'avait envoyé, après que j'avais commencé ce vol, on m'avait envoyé au Bénin. On m'avait envoyé au Bénin pour étudier. Après, j'étais à l'internat. Après l'internat, on m'avait envoyé dans une école publique. On m'avait envoyé dans une école publique étudier. C'est là que le vol a commencé à grandir à moi, la délinquance, tout ça là, la drogue. J'ai commencé à fumer, la drogue, j'ai commencé à prendre des remèdes. Okay. Serviteur Galat, j'aimerais, parce que quand vous êtes venu à APD, lors de votre confession, il y a une partie que vous avez prise concernant votre vie où l'un de vos camarades de classe ou bien un voisin du quartier vous amenait souvent dans la brousse pour faire des choses bizarres et vos parents n'étaient pas au courant. Vous entrez en brousse, vous revenez dans la nuit. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner les détails de ce moment que vous avez passé? Oui, c'était en 2011, avant que je n'ai pas tout béni. C'était en 2011. J'avais commencé, on était à l'école, on était 3 sur un même banc. On était 3 sur un même banc. On avait un ami, l'un de mon camarade de classe. Il faisait la sorcellerie. Il nous disait ça, on savait ça qu'il fait la sorcellerie. Et toujours quand on sortait de l'école, il nous amenait en brousse. Il nous disait qu'on part pêcher du poisson. Il nous amenait d'abord dans une forêt vers les 15h, 16h. Il nous amène dans la forêt. Après, il commence à préparer de la nourriture. Il nous donne à manger. On est là. Il nous amène dans cette brousse, on est là, on ne fait rien. On est toujours là. On mange, il nous donne à manger. On ne savait même pas là où il sortait avec la nourriture. Oui. Et on était là inconsciemment. Parce que nous-mêmes, on ne savait pas comment on s'est retrouvés jusqu'à 7 heures. Jusqu'à 7 heures de la nuit, jusqu'à les 22 heures. Et notre famille était en train de nous chercher. Et entre-temps, c'était après les cours ou bien pendant les cours de classe, ou bien c'était après? C'était après les cours. C'était après les cours qu'on est déjà sorti de l'école après midi. Donc vous ne rentrez pas directement à la maison? Non. Il vous prenait directement pour la brousse? Oui, il nous amène en même temps en brousse. Et il amenait la nourriture. Nous-mêmes, on ne savait pas d'où il sort avec la nourriture. Il commence à préparer au feu du bois, il nous donne à manger en brousse. Et c'est comme ça, il nous envoûtait avec la nourriture, il nous initiait dans la sorcellerie. Bon, on était 4.
On était 3 plus lui-même 4. J'étais dans une même classe avec l'enfant du vice-président. Comme ça, après une semaine que j'avais commencé l'école, j'avais volé son téléphone et son argent. J'avais plus retourné à l'école en fait. J'étais dehors, me cherchait, la police me cherchait partout. Jusqu'à on avait appelé ma grand-mère que et ton fils que tu es venu inscrire ici à l'école, il a volé le téléphone du vice-président. Et si on le voit, on va l'enfermer. Et c'est comme ça que j'étais parti. Ma grand-mère m'a trouvé, elle est venue me trouver. Elle m'a parlé que je pars récupérer, ils veulent seulement le téléphone. Je suis parti récupérer le téléphone. Je suis parti récupérer le téléphone, je les ai donnés. C'est comme ça. Ma grand-mère m'a pris, m'a amené encore au village. Ok, serviteur. Entre-temps, quelle était votre attitude au niveau de la maison? Est-ce que vos parents avaient remarqué un changement au niveau de ta vie? Un changement brusque de désobéissance et autres. Quel était ton comportement au niveau de la maison? Est-ce que tu peux nous donner les détails avant que tu ne sois initié dans ces choses? Comment tu te comportais à la maison et après que tu sois initié, quel était ton comportement? Bon, mon comportement à la maison, j'étais têtu. Je n'écoutais pas mon grand-père, j'étais toujours têtu, je ne voulais pas manger, je ne faisais pas de ce qu'on me dit à la maison. Je faisais toujours ce que moi-même j'avais envie de faire. Oui, parce que dans mon passé aussi, j'avais eu du manque de l'amour de ma mère. Et c'était une chose qui me poussait à faire certaines choses à la maison. Bon, ma famille, ils avaient vu un changement par rapport envers moi, ils disaient que peut-être, comme eux, ils m'avaient vu que le manque que j'avais durant une semaine que je sors à l'école, mon camarade de classe m'amène en brousse. Il disait que, on dirait, comme tout le monde savait déjà au village, qu'il faisait la sorcellerie. On disait qu'il m'avait dit initié. Et moi-même, j'avais confessé ça aussi, parce que j'étais encore un enfant. J'avais confessé ça que oui, je fais la sorcellerie. Dans l'ignorance. Oui, parce que moi, je ne savais pas de ce qu'ils étaient en train de me parler, mais je disais que je fais la sorcellerie parce que je savais que c'est ce qu'on fait. Parce que chaque nuit, il venait toujours m'appeler. Et mon camarade de classe, il venait toujours m'appeler dans mes songes. Oui, je lui voyais spirituellement. Et il s'était fâché quand on lui avait dit tout le village avec qui il faisait la sorcellerie. Il s'était fâché, il a coupé le réseau dans tout le village. Il disait les gens du village que s'il veut encore le réseau, on doit partir lui trouver, lui supplier, lui demander pardon. Ton camarade là pouvait avoir quel âge? Il pouvait avoir déjà comme ça vers les 13 ans, 14 ans. Okay. Peuple de Dieu, nous voulons ici là mettre une petite parenthèse. Il est important que vous sachiez que quand vous avez des enfants à la maison, la parole de Dieu nous parle dans Proverbe 22, 6, d'instruire nos enfants selon le Seigneur, peuple de Dieu. Il est important, peuple de Dieu, de contrôler vos enfants. Quand vous remarquez des caractères désobéissants, des tutesses à l'école, il ne veut plus partir à l'école, il ne veut plus rien faire, sachez qu'il a été infiltré. Il est important directement de chercher vraiment une église où vraiment la sanctification, la vie du Seigneur est prêchée, bien aimé, pour pouvoir aider cet enfant-là qui est déjà infiltré que ce soit par la sorcellerie, que ce soit par le monde des ténèbres. Donc, ce sont des petits signes, des petites remarques que vous devez faire dans la vie de vos enfants et leur contrôler dans ce sens-là. La désobéissance, déjà envers les parents, un caractère insolent, méprisant et tout. L'école, déjà au niveau de l'école, il ne veut plus fréquenter, il ne fait plus rien à l'école, il devient complètement bête. Celui qui était sage avant, celui qui était obéissant, celui qui était soumis, il devient le contraire de toutes ces choses. Donc ça, ce sont les parenthèses que je veux vraiment introduire dans ce témoignage, que pour ceux qui ont les enfants, qui essayent de veiller, dès qu'ils remarquent un tel caractère, qu'ils se dirigent directement vite vers un homme de Dieu, afin que on puisse essayer déjà de les délivrer avant que ça ne prenne vraiment de l'ampleur dans leur vie. C'est comme ça, ça s'est continué jusqu'à
en 2014-15, je faisais toujours la même chose. Je volais à la maison, je volais même mes voisins. Ils se plaignaient toujours, ils me laissaient parce que ils savaient que j'étais le petit-fils de ma grand-mère. Ils ne voulaient pas me faire du mal. Et c'est comme ça, avec comme la manière que ils me nourrissaient, ils me laissaient. Et c'est comme ça que j'ai augmenté le vol. C'est comme ça que j'ai augmenté le vol en 2014, en 2015, en 2016, en 2017. On m'avait envoyé dans une ville en Guinée appelée Bata. C'est comme ça que je suis parti commencer. J'étais parti pour étudier. Et maintenant, j'étais retourné dans cette ville pour étudier un travail que ma grand-mère était partie me laisser sur un pasteur. Oui, j'étais parti pour étudier un travail et maintenant, je me suis introduit dans les groupes qui se découpaient avec les machettes. On faisait toujours la guerre avec les machettes, avec les autres. Si on te voit, si je vois l'autre, si j'ai la machette, je commence à te découper avec la machette. En fait, j'avais toujours la rage parce que je buvais déjà la drogue. Donc c'était comme un groupe de gangs qui pouvaient souvent s'affronter avec des machettes, des bagarres et autres. Et dans ça aussi, est-ce qu'il y avait des agressions, est-ce qu'il y avait des vols, des braquages à ce niveau? Oui, à ce niveau, bon, de mon côté, moi-même seul, j'avais un ami particulier que moi avec lui, on partait toujours braquer la nuit. On avait un coin, là où on reste la nuit, c'est là qu'on prend des téléphones des femmes, des téléphones des hommes, des enfants qui passaient. À certaines heures, on avait les heures. Je marchais toujours avec la machette, moi. J'avais toujours la machette avec moi quand je marchais. Ou bien quand je pars pour faire mes agressions. Et c'est comme ça a continué. J'avais eu agressé une femme. C'est comme ça que je suis parti dans une prison. J'ai fait un an en prison. Puis c'est comme ça ma grand-mère est venue payer. Elle m'a retiré de la prison. Je suis retourné au village avec elle. J'avais laissé mon groupe, le groupe que j'étais avec eux. Je les ai laissés. J'ai retourné au village dans une ville appelée Mongomo. Je suis parti maintenant recommencer l'école. J'ai laissé d'apprendre le travail. Je suis parti recommencer l'école encore. J'ai recommencé l'école. Je suis parti trouver encore d'autres amis. Je suis parti me faire encore d'autres amis. Maintenant, comme j'avais déjà un certain niveau, j'étais déjà expérimenté dans le vol, dans l'agression. Dans tout cela, je recrutais d'autres enfants. Je les apprenais à voler, à agresser. J'apprenais les filles comment à fumer, comment chercher de l'argent. Ils amenaient de l'argent. Moi, j'étais assis à la maison, je les attendais seulement. Ils partent, ils trompent les hommes. C'est comme ça, je leur donne la drogue, ils se droguent. Après, ils partent trouver des hommes, ils se couchent avec eux. Après, ils amènent de l'argent. Et c'est comme ça, j'avais arrêté. Il y avait un certain moment que j'avais arrêté. J'avais plus des amis, moi-même j'avais commencé moi-même seul. Comme je connaissais, c'était une petite ville, je maîtrisais déjà, j'avais certaines techniques que je rentre chez toi, même si tu es dans ta maison, je rentre chez toi, je te vole, même tant que toi-même tu es dans ta maison. Je te contrôle, je t'étudie durant un mois, 2 mois, je t'étudie. Comment tu sors, comment tu dors, comment tu manges, comment tu fais tout et tout. C'est comme ça, un jour que je vois que tout est déjà prêt, je viens maintenant chez toi, je viens te voler. Ok, donc ça veut dire que dans ce package-là, on remarque que tu faisais du prosélytisme. Donc tu avais les femmes à ta disposition où elles pouvaient coucher avec les hommes et ramener de l'argent, rapporter de l'argent dans la maison. La drogue aussi, tu vendais la drogue et tu avais des personnes aussi à qui tu donnais la drogue de vendre. Ils te ramenaient de l'argent. Bon, ce que nous voulons encore savoir, serviteur Galate, maintenant à ce niveau-là, quelle était ta vie spirituelle? Est-ce que tu avais aussi l'habitude de continuer à faire ces rêves-là, des rêves bizarres? Est-ce que de ce côté aussi? Je faisais toujours des rêves bizarres.
Oui, je continue à faire des rêves bizarres. Je voyais des choses bizarres, des choses pas possibles que j'avais jamais vues auparavant. Et je parlais pendant de mon sommeil jusqu'à la copine que j'avais à la maison. Elle me disait toujours, quand je me réveille inconsciemment, elle me dit que tu étais en train de parler dans tes rêves. Tu parlais des choses que moi-même je ne comprenais pas. Elle m'expliquait cela, moi-même je m'étonnais que est-ce que c'est moi qui étais en train de parler. Bon, c'est comme ça j'avais expliqué ça à ma tante et ma tante me disait que elle me disait que je fais la sorcellerie inconsciente. En fait, moi-même je ne sais pas ce que j'étais en train de faire, mais elle me disait que je fais la sorcellerie inconsciente. Et c'est comme ça, je continuais à faire des songes, je faisais des songes par-ci par-là. C'est comme ça, je faisais les songes du vol, je faisais les songes pas bizarres, je faisais les songes avec... j'avais les couches de nuit en fait, toujours il y avait les couches de nuit la nuit. Quand je dors, quand je me réveille le matin, je me retrouve que je suis mouillé. Ok. Dans ton témoignage, quand tu nous as parlé lors de ta confession de péché, tu nous as raconté une histoire où vous étiez parti, votre gang, vous êtes parti lutter contre un autre gang dans un quartier où vous avez eu à frapper quelqu'un, un jeune homme, vous l'avez coupé avec la machette et c'est à partir de là que tu as eu à changer de position. Est-ce que tu peux un peu nous donner plus de détails à ce niveau? Oui, dans notre groupe, dans notre gang, on n'était que... on faisait toujours, il y avait un chef de bataille. Lui, c'est lui qui nous dirige. À l'heure qu'on part, bon, on sortait, quand on part attaquer notre groupe, on sort la nuit, vers les minuit. Quand on part, tout le monde prépare sa machette. Oui, c'est comme ça on partait attaquer l'autre groupe. Notre groupe s'appelait One Block et l'autre groupe s'appelait B13. C'est comme ça on était parti attaquer le groupe B13 dans leur quartier la nuit. On avait trouvé l'un d'eux. Bon, on faisait la guerre la nuit. Oui, il y avait des gens qui étaient en train de crier par-ci par-là parce qu'il y avait des machettes qui se passaient partout. Oui, c'est comme ça on avait trouvé l'un d'eux. Il était en train de parler, causer avec sa copine. Lui, il était distrait, il ne savait pas qu'on venait le jour-là. Il ne s'attendait pas qu'on venait. C'est comme ça, on l'a découpé avec la machette. C'est le premier jour que j'ai découpé quelqu'un, que j'ai eu à découper quelqu'un avec la machette. Bon, est-ce qu'il était mort? Est-ce que tu as eu de ces nouvelles après, si il était mort ou pas? Bon, on s'était séparés quand on avait compris qu'il était gravement blessé à l'hôpital. Il était couché à l'hôpital. On disait qu'on ne savait pas s'il va vivre ou bien s'il va mourir. Et ça m'avait traumatisé en fait. Ça m'avait fait, j'avais fui de la maison de là où ma grand-mère était partie me laisser. J'habitais maintenant seul dans la rue. Maintenant, j'habitais seul, j'ai cherché tous les moyens maintenant de survivre dans la rue. Et c'est comme ça, maintenant, mon évolution, mon expérience, ça avait augmenté dans le vol, dans les agressions. Et c'est comme ça que j'ai agressé maintenant les femmes pour avoir de l'argent. Et cet argent-là, tu faisais quoi avec l'argent? Je ne savais même pas d'où cet argent partait. Je faisais seulement des habits, je faisais seulement l'ambiance, toujours avec mes amis. On payait la drogue, on buvait l'alcool, mais toujours là avec les filles dans une maison en 4 murs. On fume du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'à dimanche. Okay. Donc, si je vois, c'est tout ce package-là qui, en fait, cette vie qui vous a vraiment traumatisé, dans laquelle vous étiez lié, et qui vous a orienté au niveau de APD dans les réseaux sociaux. Bon, j'aimerais savoir comment tu as fait pour connaître APD, normalement. J'ai connu APD comment pas, j'ai connu APD à travers, je connaissais j'entendais d'abord le nom APD. Ma grand-mère me disait que il m'avait déjà fait même des passeports, des billets que j'allais partir, m'avait déjà fait des papiers que j'allais partir, commencer ma délivrance au Bénin. Mais le diable, comme le diable est rusé, il a fait tout et tout pour que je ne parte pas là-bas.
au Bénin. Parce qu'on m'avait donné l'argent, je bouffais toujours l'argent. Je partais consommer la drogue qu'on me donnait de faire des papiers. Je consumais la drogue avec cet argent. Et c'est comme ça dans une petite ville en Guinée. Bon, j'étais parti en prison, ma grand-mère, mon grand-père s'est décédé l'année passée. C'est comme ça ma grand-mère et ma mère étaient partis au Bénin. Ils voulaient me faire venir au Bénin pour que je parte commencer ma délivrance. Et c'est comme ça quand je reste seul, comme ils n'étaient pas là pour me donner des conseils, il n'y avait plus personne pour me dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Maintenant j'avais au plus augmenté maintenant de niveau. Maintenant je faisais tout ce que je voulais dans cette petite ville qui s'appelait Mongomo. Maintenant j'étais parti avec un ami, c'était un Gabonais, il s'appelait Célestin. Puis on était parti pour voler dans une maison d'un ministre. Puis on était parti pour voler dans sa maison. On est parti voler, on avait volé 3 millions. Et c'est comme ça, et sans savoir, il y avait des caméras dans cette maison. Oui, c'est comme ça. On avait fini de gaspiller, faire le boucan avec l'argent, tout et tout. Maintenant, moi, j'ai commencé déjà à me fatiguer avec cette vie. Tous les jours, c'est la même chose. Je fume, je me drogue tous les jours du matin au soir. Je suis toujours dans la même. Il y avait un certain moment que j'avais dit à mon ami que je ne vais pas sortir. Un jour comme ça, je l'avais dit que je ne vais pas sortir. Lui, il était sorti. Et maintenant, à son retour à la maison, il était parti voler, je ne sais pas où. Quand il revient, j'avais une tablette. Et c'est comme ça la police l'appelle. On lui dit que, s'il vous plaît, est-ce que vous avez encore la tablette que vous voulez nous vendre? Et puis, on sort, je prends la tablette, moi avec mon ami. On sort, on part les trouver. C'est comme ça, la police nous arrête. Il nous amène à la gendarmerie, on nous torture, on nous tape. C'est comme ça, dans cette prison, on a fait presque un mois en prison. Oui, il n'y avait pas de visite. On a fait un mois en prison, il n'y avait pas de visite, je n'avais pas mangé. J'avais fait d'abord même presque 4 jours sans manger, sans boire de l'eau. Oui. Et c'est comme ça, quand je voyais dans quelle situation, dans quel pétrin je me suis mis, c'est comme ça, j'ai dit à mon ami que, et sincèrement, je peux pas vivre dans cette situation, je dois sortir d'ici. C'est là qu'on planifie, c'est moi qui avais mis le plan au point, j'avais mis les stratégies, comment on va sortir, on va faire pour s'évader de la prison. Et c'est comme ça on s'est évadé de la prison. On nous cherchait maintenant partout en Guinée. On nous avait affiché des photos, on nous avait envoyé nos photos partout sur les réseaux sociaux, que si quelqu'un nous voit, il avise à la police qu'on nous recherche. Ok. Donc, il y a une parenthèse où tu nous as donné un témoignage, une partie de ta confession de péché, comment tu étais parti à la rivière avec ton grand frère derrière la maison, et généralement il y avait souvent un gros serpent qui sortait. Tu avais l'habitude de jouer avec le serpent, toi et ton frère, vous avez l'habitude de jouer avec le serpent. Tu peux un peu nous donner les détails? Oui, ça aussi, maintenant, ça, c'est dans mon village naturel, là où je suis, dans mon propre village même. Oui, de ma grand-mère, là où ma grand-mère est née, sa mère, tout cela. Et maintenant, dans ce village, comme je fréquentais d'abord ici à Kiossi et Bolova, oui, j'ai fréquenté à l'école là-bas maintenant. J'étais retourné au village maintenant. J'étais retourné habiter au village. Quand on était au village, moi avec mes grands frères, on était à 4, 5 comme ça. Oui, on partait maintenant, toujours, on était encore petits. On partait toujours maintenant se laver à la rivière. Mon grand frère était toujours en train de siffler. Il faisait des siffles maintenant. Nous-mêmes, on ne comprenait pas. Il y avait un gros serpent géant qui venait toujours nous trouver au bord de la rivière. Et quand il venait, il stoppait d'abord, il bloquait d'abord l'eau.
l'eau ne circulait pas, l'eau ne descendait plus, ni l'eau ne montait plus. Maintenant, on partait, on rentrait dans la rivière, on partait trouver le serpent. Maintenant, on partait trouver le serpent. On s'amusait toujours avec le serpent parce que nous, on n'avait pas peur du serpent parce qu'on était encore des enfants. Et on ne savait pas avec quoi on était en train de jouer. Oui, et toujours, on faisait ça toujours, même la nuit, quand on passe se laver à la rivière, il appelle le serpent. Qui appelait le serpent? Mon grand frère. Comment? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que il sifflait. Il sifflait le serpent. Quand il siffle le serpent vient nous trouver au bord de la rivière. Et c'est comme ça, on commence à jouer avec le serpent, on commence à s'amuser avec le serpent. On rentrait à la maison et il nous disait de ne rien dire à personne, de fermer notre bouche. Donc cela a duré plusieurs jours, ou bien c'était seulement une seule fois que ça s'est... Ça avait fait presque un an. Il faisait tuer. Un an, il faisait toujours cela. Il appelait, il invoquait ce serpent. Il invoquait toujours ce serpent au bord de la rivière. Ce serpent venait. On ne savait même pas de là où le serpent là sortait, mais on attendait toujours des histoires que au village, ma grand-mère nous racontait toujours qu'il y a un serpent à la rivière. Et maintenant, nous croyons que c'était du mensonge, alors que c'était vrai qu'il y avait un serpent à la rivière qui venait toujours, que mon grand frère sifflait, et ce serpent venait toujours nous trouver au bord de la rivière et on s'amusait avec ce serpent. Ok. Maintenant, nous allons revenir à la position où tu devais nous donner les détails. Comment tu as fait pour connaître APD? Oui, j'ai fait comment pour connaître APD, c'est à travers ma grand-mère. C'est quand je me suis évadé de la prison. Maintenant, je suis parti m'installer dans un village, dans un autre village où on habite. Oui, je suis parti m'installer là-bas. Quand ma grand-mère sort du Bénin, elle me trouve à la maison. Bon, elle trouvait que je sortais de la cellule. Oui, j'avais fait presque 2 semaines en cellule. Oui, elle trouvait que le même jour que je sors de la cellule, c'est le même jour qu'elle sortait du Bénin. Elle sortait de APD. Oui, elle sortait faire sa délivrance aussi. Bon, elle était partie pour faire le deuil de son mari. Comme ça, elle est partie rencontrer la mission APD. Bon, on me parlait de ça. Bon, moi, je ne savais pas. Toujours, ma grand-mère me disait qu'on doit m'amener au Bénin pour me soigner. Je la demandé que pour me soigner, est-ce que... Bon, moi, je la répondais parce que j'avais encore le même caractère de tuteur. C'est parce que j'étais encore toujours la même personne. Je n'avais pas encore changé. Je la répondais, est-ce que je suis malade pour que vous partez me faire, vous partez me soigner? J'avais pas envie de partir en fait. C'est là qu'elle me dit que, d'accord, si tu acceptes que tu veux rester tranquille, tu veux rester bien, tu veux être sauvé, tu veux être délivré, il y a une mission ici au Cameroun. Si tu veux pas partir au Bénin, il y a une mission, la même mission qu'au Bénin. Il y a ici cette mission ici au Cameroun. C'est comme ça, elle me propose que si on peut venir ensemble. C'est comme ça, on avait pris la voiture. Et même le jour qu'on avait pris la voiture, on venait, on s'est arrêté dans notre village natal, on s'est arrêté là-bas. C'est comme ça, je la créé aussi des embrouilles. Je voulais pas venir en fait, j'avais pas ça dans mon esprit de venir ici, de venir dans cette mission. C'est comme ça, quand j'avais vu ma grand-mère pleurer, elle disait que pourquoi je la fais ceci, pourquoi je la dérange, cela. J'avais pitié d'elle parce que j'ai déjà fait trop souffrir à ma grand-mère. C'est comme ça, on prend la voiture de Kiossi. On avait fait une nuit de route. On est arrivé ici à minuit à Yaoundé. C'est comme ça, on appelle le prophète David. Le matin, j'avais payé la puce, on appelle le prophète David le matin. Et en venant même ce même jour, j'avais eu à voler une femme dans la voiture. J'avais eu à la voler de l'argent, à retirer de l'argent dans son sac à main. J'avais eu à la faire 2 doigts. Oui, j'avais retiré 10 000.
Oui, c'est comme ça, avec les mêmes 10 000, j'achète de la drogue à la station, même qu'on était ici à Yaoundé, j'achète de la drogue. C'est comme ça, on vient ici un bon matin, j'achète la cigarette, tout cela, j'avais plus de l'argent sur moi. Comme ça, on appelle le prophète David, il nous dit que on arrive, on dit à motoman. Entre-temps, quand tu as structuré les 10 000, ta grand-mère n'était pas au courant que tu avais eu à soutirer de l'argent à quelqu'un dans le bus? Non. Ma grand-mère, elle n'était pas au courant, personne n'était au courant, sauf moi seul. Je manigançais ça parce que je connais déjà les techniques de retirer quelqu'un de l'argent sans que cette personne ne sache, sans que personne ne ressente. C'est comme ça j'avais retiré cette femme de l'argent dans son porte, dans son sac à main. On était descendu et c'est moi qui faisais aussi semblant. Je la descendais ses bagages, je la dis que non, et ton papier est tombé par terre, tes papiers, je la remets ses papiers, je l'arrête aussi la moto, je faisais comme si quelqu'un qui était déjà habité même au Cameroun, oui, alors que je n'ai jamais vécu ici. Oui, c'est ma première fois que je viens au Cameroun. Ok, donc quand vous êtes quitté de là, vous êtes arrivé, vous avez appelé le prophète David, qui est le responsable de APD Cameroun, ici au Cameroun, APD Armée de prière et de délivrance, ici au Cameroun. Quand vous l'avez appelé, et il nous a indiqué, il nous a dit de dire au motoman de nous descendre au centre handicapé, oui, et tout Québec, oui, de nous descendre ici. C'est comme ça, on arrive ici. Bon, le premier jour que j'étais arrivé à APD, c'est le pasteur Moïse qui était venu nous recevoir et il nous avait reçus au portail et on est rentré. Pour moi, comme j'étais sur les effets de drogue, c'est comme ça, on me reçoit bien, on me dit de partir me coucher, on est parti me reposer, comme on avait fait une nuit de marche, une nuit de voyage. Et les gens, bon, quand on m'avait bien reçu, ils ne savaient pas que j'étais sur les effets de drogue. C'est comme ça que je pars me coucher. Et comme ça, bon, moi je ne savais pas en fait dans quel lieu où je suis. Je pensais que dans cette année, tu peux faire ceci, tu peux sortir, tu peux partir te droguer et rentrer encore. C'est comme ça on me dit le premier jour que non, on ne sort pas ici. Je lui dis que je demande à ma grand-mère, je n'ai pas la poser, je la trouve assise dehors, je la pose la question que, comme j'avais déjà envie de fumer, la drogue que j'avais bu la nuit, j'avais déjà maintenant envie de fumer, ça te donne envie de fumer, j'avais déjà envie de fumer maintenant. Je demande à ma grand-mère pourquoi elle me dit que je ne peux pas sortir. C'est là qu'elle me répond que dans toutes les missions, c'est comme ça, même là où j'étais au Bénin, c'est comme ça, quand tu es rentré du camp, tu ne peux pas sortir tant que tu n'as pas fini la délivrance, et tant que tu n'es pas délivré, on ne peut pas te laisser sortir pour le moment. C'est comme ça, je me suis mis, j'étais frustré le jour-là, j'étais en colère, j'étais énervé, je ne voulais parler à personne. On m'avait dit même de m'habituer, je ne voulais pas manger, je ne voulais rien faire. J'étais parti me coucher encore au salon. Juste parce qu'il y avait le manque, il fallait déjà satisfaire ce manque de drogue qui était déjà en train de monter au niveau de moi, je devais nourrir ma chair en fait. Je devais consommer ce que je devais faire. Comme quand tu consommes la drogue, ça te donne l'envie de fumer le chanvre, ça te donne l'envie de fumer la cigarette. Et c'est cette envie qui m'était montée. Maintenant, ça me mettait en colère. J'étais énervé maintenant. Ok. Bon, maintenant, nous allons essayer de voir, mais en vous-même, en toi-même, la comparaison entre le Galate qui était en Guinée, au Bénin, qui a commis tous ces désastres, toute cette vie-là, et le Galate de maintenant, quel est le changement? Est-ce qu'il y a un changement dans ta vie? Si oui, comment? S'il y a un changement? Oui, plus que souvenir à APD, je rends encore grâce à Dieu, je lui dis merci.
je continue à lui dire merci abondamment pour ses bienfaits dans ma vie. Parce que depuis que je suis venu à APD, je vois un changement. Je vois un changement dans ma vie. Le Seigneur m'a beaucoup changé, m'a beaucoup transformé. Parce que depuis que je suis venu à APD, on m'a donné de l'amour. Et cet amour, c'est cet amour qui me fait changer. Et c'est, on te forme, te forme des caractères de changer. Et c'est parmi ces choses qui m'ont laissé de changer. Et c'est comme je vous dis, j'étais en train de dire que le même Galate que j'étais avant, c'est plus le même Galate que je suis maintenant. Maintenant j'ai changé, je ne vole plus, je ne fume plus. Maintenant je peux sortir dehors, payer pour faire mes achats. Je n'ai plus l'envie de fumer, je n'ai plus l'envie de drogue, je n'ai plus l'envie des femmes, d'envoi, envie des femmes, non. Je n'ai plus cette envie. Maintenant, je me focalise seulement. J'ai besoin de l'amour du Seigneur dans ma vie. Amen. Bien-aimé, je tiens à vous rappeler que le serviteur Galate, quand il était arrivé au camp à APD, il était déboussolé. Donc, il vivait cette frustration, ces esprits-là qui le tourmentaient, qui avaient confisqué sa vie. Donc, il n'avait plus le contrôle dans sa vie. Il était dirigé par ses esprits. Bien-aimés, ce n'est pas une affaire qu'on raconte. Ce qui est sûr, vous-même, de votre côté, tu as déjà eu à rencontrer ce genre de cas, à voir ce genre de personne qui est dans l'addiction de la boisson, la drogue, des femmes et toutes ces choses. Bien-aimé, et s'il mourait dans ces conditions, il devait aller en enfer, bien-aimé. Parce que tout ce que APD essaie de faire comme travail, c'est d'aider les âmes à être délivrées pour épouser la vision du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie, afin que nous puissions aussi hériter du royaume des cieux, bien-aimés. L'apôtre Paul nous parle dans Philippiens 2:12 que travaillez avec crainte et tremblement à votre salut, qui est très important, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, quand le serviteur est arrivé au camp, dans cette vie-là, et il faisait une sorcellerie inconsciente. Quand il est arrivé ici, il a pris connaissance de ça. Nous avons prié pour lui et il écoutait la parole de Dieu. Lui-même, il lisait la parole et tout ça, ça a transformé sa vie. Ça a changé sa vie. Et aujourd'hui, il est une nouvelle personne. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a changé complètement son identité. Et ses addictions, l'amour du monde qu'il avait, tout ça est parti à travers la parole qu'il a reçue, les enseignements qu'il a reçus, les prières qu'il a reçues. Bien-aimé, toi aussi je t'invite, toi qui vis cette situation, je vais te dire une chose. Tu ne peux pas te libérer de la drogue, de la boisson à travers les remèdes, à travers des hôpitaux, des centres psychiatriques. Rien de ça, bien-aimé. Ce sont des problèmes spirituels. Ce sont des esprits qui possèdent des âmes et qui les obligent, qui les soumettent à une certaine vie qui ne glorifie pas Dieu, juste pour être une abomination devant le Seigneur. Et tout ça, ils prennent ta vie. Et si tu meurs dans ces conditions, bien-aimé, tu iras en enfer. Sans doute là-dessus, tu iras en enfer. Et si nous avons jugé bon de faire ce témoignage, c'est parce que beaucoup de personnes vivent ce genre de cas. La parole de Dieu nous parle dans Apocalypse 12:11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils sont allés jusqu'à régner leur propre vie, n'aimant pas leur vie, bien-aimée. Et c'est ce que le serviteur Galate a eu à faire. Il n'a pas aimé sa vie. Et toute cette pression spirituelle qu'il avait, aujourd'hui, il est une nouvelle personne. Le Seigneur l'a totalement délivré. Et il a pour ambition de servir le Seigneur, d'épouser la direction, la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Sachant que bien-aimé, nous sommes appelés à mourir. Toute personne sur cette terre va mourir. Quel est ton cas? Ta position? Est-ce que tu es sûr que si tu fermes les yeux là maintenant, ce sont les anges qui viendront te prendre ou ce sont les démons? Bien-aimé, donc je t'exhorte, toi qui as suivi ce témoignage, nous avons le numéro de APD qui défile sous la barre du témoignage. Donc, tu peux appeler si tu es au Cameroun, si tu es en Côte d'Ivoire. Nous avons APD se trouve presque dans tous les pays du monde. Où, quelle que soit ta position, quel que soit le cas dans lequel tu te trouves,
comme le frère, ça ce n'est qu'une partie de son cas, la sorcellerie inconsciente, parce que nous avons vu à travers la grâce que le Seigneur nous a donnée comme un mandat de prier pour les âmes qui sont dans la sorcellerie, dans le satanisme, dans la délinquance, toutes ces choses-là. Le Seigneur nous a accordé cette grâce et nous avons prié pour lui. Donc pour toi qui vis cette situation, je t'invite vraiment à ne pas hésiter, quelle que soit la pression que tu auras de ces esprits pour t'empêcher d'appeler. Appelle, prends le numéro, appelle et on te donnera les instructions pour que tu te retrouves à appeler, afin que le Seigneur aussi se glorifie puissamment dans ta vie et que tu sois délié de ces chaînes de condamnation qui retenaient ton âme, ton esprit, ton cœur, toute ta vie, où tu étais vraiment attaché à une vie que tu ne voulais pas, mais qui t'avait été imposée par ces esprits-là, dans l'ignorance où tu vivais. Donc je t'exhorte, bien-aimé, à venir aussi faire ta délivrance. Je dis encore, que tu sois sataniste, que tu sois sorcier de haute dimension, que tu sois malade, chronique, toutes ces choses, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth peut encore te guérir. Il peut te guérir. Viens vers APD et tu verras la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Amen. Donc, serviteur Galate, c'est une joie pour nous de voir une âme transformée, une âme changée, qui est venue dans la détresse avec une vie partagée, déboussolée et qui n'avait pas de direction. Aujourd'hui, il peut le dire haut et fort que le Seigneur a travaillé dans sa vie, il a changé sa vie. L'addiction de la boisson, de l'alcool, de la drogue, de toute cette vie-là, le Seigneur l'a totalement délivré et s'est épousé maintenant la vie de Christ pour faire la volonté de Dieu, afin que le jour qui va fermer ses yeux, que c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui vienne le rencontrer. Vraiment, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse énormément. Serviteur Galate, que le Seigneur te bénisse. C'est une joie pour nous de voir une vie transformée, totalement changée. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Amen.